Alors, nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet un petit peu différent qui est de l'analogie entre la diffraction et la dispersion, c'est-à-dire entre les phénomènes de propagation vus à travers l'espace du temps et l'espace tout court. Alors, revenons tout d'abord sur l'onde plane progressive monochromatique qui est l'onde la plus facile à étudier. Et c'est une onde où le signal optique spatialement est continu avec aucune limitation du front d'onde, et on a également un signal qui a toujours existé et qui existera toujours, aucune limitation temporelle. Tout ça fait que si on regarde le spectre de fréquence, il est monochromatique, une seule fréquence à la fréquence de la porteuse optique, et si on regarde le front d'onde dans l'espace des domaines de fréquence, il y aura également qu'une seule direction qui sera présente. Alors maintenant, que se passe-t-il, notamment si on vient à limiter le front d'onde? Donc si on introduit une pupille, eh bien ça va créer des nouvelles fréquences dans le spectre angulaire. Donc cette limitation transverse du front d'onde va ensuite se propager. C'est la diffraction qui va créer les motifs bien connus de diffraction. Et comment on peut regarder l'évolution du champ lors de sa propagation longitudinale? Eh bien, on peut utiliser dans le modèle le plus simple avec l'approximation scalaire de la lumière l'équation de Helmholtz. Et dans le cas où les nouvelles fréquences introduites ne s'écartent pas trop de la fréquence initiale, on peut dire qu'on se place dans l'approximation paraxiale, c'est-à-dire l'approximation des petits angles. Et dans ce cas-là, la dérivée première du champ optique par rapport à sa coordonnée longitudinale, eh bien, ce sera directement proportionnel aux dérivées secondes du champ par rapport aux coordonnées transverses x et y. Le facteur de proportionnalité étant 1 sur K0, K0 étant 2π sur la longueur d'onde. Alors maintenant, reprenons la même chose, mais cette fois-ci dans le domaine temporel. Donc cette fois-ci, on va limiter la durée du champ optique qu'on considère. Par exemple, sur une impulsion optique, on peut dire que c'est une onde continue qui a été limitée temporellement à quelques picosecondes, à quelques femtosecondes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va introduire des nouvelles fréquences dans le spectre optique, on va l'enrichir. Et ensuite va venir la dispersion, qui est liée à la dépendance de l'indice de vitesse de groupe, par exemple, en fonction de la fréquence. Et si on considère l'approximation la moins demandeuse, qui est l'approximation de la bande étroite, c'est-à-dire que les fréquences nouvellement générées s'éloignent pas trop de la longueur d'onde de la fréquence centrale, eh bien l'évolution longitudinale du champ optique peut être liée encore une fois à une évolution d'une dérivée seconde, ici une dérivée seconde par rapport au temps, le coefficient de proportionnalité étant 1/2 de β2, le coefficient de dispersion des vitesses de groupe. Donc nous, comment est-ce qu'on peut faire efficacement cette dispersion sans avoir à se contraindre, sans avoir à se préoccuper d'un éventuel changement du profil spatial? Eh bien, il y a une solution qui est assez idéale, qui est la fibre optique monomode. En effet, dans ces fibres optiques monomodes, on est sûr que le profil spatial va être conservé, les pertes sont extrêmement faibles, si bien qu'on va pouvoir propager sur plusieurs dizaines de kilomètres et pouvoir en sortie enregistrer le signal. On bénéficie de tout le matériel télécom qui a été développé pour les télécommunications à haut débit et qui est largement éprouvé. Et puis un autre avantage des fibres à ces longueurs d'onde télécom, c'est qu'on dispose de fibres à dispersion normale ou bien de fibres à dispersion anormale. Donc les deux régimes sont disponibles. Le coefficient β2 peut être positif ou bien négatif, ce qui présentera différents intérêts quand on combinera avec d'autres effets, notamment non linéaires. Donc là,
on commence à avoir tous les outils pour mettre en place cette analogie entre les phénomènes spatiaux comme la diffraction et les phénomènes temporels comme la dispersion. On voit qu'il y a une dualité très forte entre ces deux domaines, avec dans les deux cas une structure d'équation qui est la même. Et du coup, on va pouvoir dresser le tableau de correspondance entre les deux domaines. Dans les deux cas, on aura la même variable longitudinale, ici qu'on a notée z. Dans l'espace direct, pour la diffraction, on va considérer la coordonnée transverse x, alors que pour la dispersion, l'espace direct nous sera donné par le temps. L'espace réciproque, ce sera d'un côté kx pour la diffraction. Pour la dispersion, la variable réciproque sera notée oméga. Et on voit que l'équation de propagation est similaire dans les deux cas et qu'à la quantité lambda sur 2pi, on peut faire correspondre la quantité moins bêta 2. Ici, il y a un petit changement de signe à appliquer. Et cette solution de l'équation de propagation peut être donnée dans le domaine réciproque. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que fait la diffraction, qu'est-ce que fait la dispersion? Eh bien, ça introduit une phase quadratique qui va dépendre pour la diffraction de kx au carré, qui va dépendre pour la dispersion de oméga carré. Donc on a le même type d'action et on peut comprendre diffraction ou dispersion par introduction d'une phase quadratique supplémentaire dans le domaine réciproque. Alors, voyons maintenant les différentes briques qu'on va pouvoir utiliser. Il y a deux briques essentielles dont on va pouvoir profiter. Et la première, c'est une brique qui est reliée à la diffraction en champ lointain, c'est-à-dire lorsqu'on est loin de l'objet diffractant. Et ce qu'on sait, c'est que quand on se place dans ces conditions, c'est-à-dire dans le régime de Fraunhofer, eh bien, la figure de diffraction qu'on va enregistrer à grande distance, c'est en fait le spectre angulaire à un coefficient d'homothétie près. Donc si on se place loin, le spectre angulaire bascule dans l'espace direct à un coefficient d'homothétie près. Eh bien, comme on a compris l'analogie entre le domaine spatial et le domaine temporel, on sait que si on se propage suffisamment loin dans la fibre optique, par exemple, eh bien, le profil temporel d'intensité va devenir la copie du spectre optique de l'impulsion. Et donc, on va pouvoir enregistrer dans le domaine temporel directement le spectre des différentes impulsions. Et là, on voit qu'on peut écrire encore une fois une analogie très simple qui va se passer à grande distance. On a ces profils d'intensité qui deviennent des copies dans les deux cas du profil spectral. Or là, on peut se demander à quoi ça peut servir, parce que dans le domaine temporel, enregistrer le spectre d'une impulsion, on sait le faire depuis bien longtemps. Il suffit d'utiliser un analyseur de spectre optique et ça nous donne directement le spectre de l'impulsion. Sauf que ce dispositif, cet analyseur de spectre optique, il a un certain temps d'acquisition, plusieurs secondes, ce qui est parfois incompatible avec le taux de répétition des lasers utilisés de plusieurs milliers, voire millions d'impulsions à la seconde. Ce qui fait que l'analyseur de spectre optique n'est pas capable de capturer le spectre d'une impulsion isolée. Et ça va être une force de la propagation dispersive, parce que on va être capable d'enregistrer à partir d'une simple photodiode le spectre de l'impulsion après propagation. Donc ça va être extrêmement efficace et ça va être compris dès 1983 par Jensen qui parlait de Real-Time Fourier Transformation in Dispersive Optical Fibers, donc utiliser une fibre optique pour faire une transformée optique en temps réel, donc là sans aucun Moyen-Âge. Alors cette capacité du coup à avoir des spectres directement pour des impulsions de manière individuelle, ça a généré beaucoup d'intérêt à la fin des années 2010. Ici, c'est un article de revue assez récent. Il y a même des dispositifs qui sont commercialisés
comme le dispositif commercialisé qui font suite aux travaux de Bahram Jalali et qui reprend le concept de ce qu'on appelle maintenant comme étant la transformée de Fourier dispersive, donc un élément dispersif qui va convertir le spectre en un signal temporel qui pourra être ensuite enregistré, mesuré par une photodiode et enregistré par exemple par un oscilloscope traditionnel. Donc cette technique, ça fait maintenant partie des outils des personnes qui font de l'optique ultra rapide, et ça a permis notamment de stimuler tout un domaine qui est l'analyse des ondes scélérates optiques, où on a des événements qui sont très rares, donc il faut avoir leur spectre individuel pour les comprendre et aussi pour les détecter. Donc voilà pour la première brique utile pour toutes les personnes qui jouent avec des signaux temporels très courts. L'autre brique utile pour tout opticien, c'est la lentille. La lentille, comment on peut décrire son action? Eh bien, la lentille, ça introduit une phase spatiale quadratique. Alors nous, on se place de toute l'analogie qu'on a développée à une seule dimension transverse, donc ce sera une lentille cylindrique. Et quelle est l'action d'une lentille? Eh bien, c'est d'introduire une phase quadratique dans le domaine temporel. Donc si on a bien compris notre analogie, eh bien, ça paraît évident. La lentille temporelle, comment on va pouvoir la réaliser? Eh bien, il nous suffira d'introduire une phase temporelle quadratique. Donc là, on va agir dans le domaine direct, on va agir dans le temps et non plus dans le domaine réciproque. Donc notre tableau se complète et on peut voir à cette occasion que la dispersion ou la diffraction agissent avec un élément, une phase quadratique dans le domaine réciproque. Les lentilles, elles, agissent avec une phase quadratique dans l'espace direct. Alors, ces lentilles, ça a généré beaucoup d'intérêt dans le milieu des années 90 et aussi durant les années 2000. Et on voit un exemple où un doublet d'impulsion initialement non mesurable, parce que trop proche, eh bien, on l'a fait passer à travers une lentille temporelle. Ici, c'est un dispositif qui a été pendant un temps commercialisé par le grand distributeur Thorlabs. C'est un dispositif qui s'appelait Picolose. Eh bien, ces deux impulsions en ressortent suffisamment espacées, plusieurs centaines de picosecondes, et là, il n'y a plus de problème pour les enregistrer par une photodiode traditionnelle. Donc c'est vraiment ici une loupe optique dont on dispose, et ça va nous permettre d'aller voir des événements qui sont plus petits, des événements qui sont plus rapprochés. Et si on dispose d'une lentille, après on peut imaginer faire tout ce qu'on sait faire dans l'imagerie traditionnelle. Donc on va pouvoir définir des distances focales. On va pouvoir aussi définir des nombres d'ouverture ou bien l'équivalent de la condition d'imagerie. Donc de la relation de conjugaison, également des différents facteurs d'amplification. Donc tout ce qu'on connaît dans le domaine spatial, on est capable de le transposer dans le domaine temporel. Or, ici un petit exemple qu'on a développé à Dijon de cette transposition, c'est transposer ce qu'on appelle une lentille lenticulaire. C'est un réseau de lentilles qui permet notamment, c'est souvent des petits jouets pour enfants. On a une plaque et quand on bouge la plaque avec la lentille lenticulaire, on va voir à différents endroits d'une image, ce qui donne une impression de mouvement, une impression de relief. Donc cet élément, cette lentille lenticulaire spatiale, eh bien, on va être capable de faire son équivalent dans le domaine temporel avec une modulation de la phase temporelle. Ça pourrait être une modulation par une fonction sinusoïdale et puis une propagation dans un élément dispersif. Et voilà ce que ça donne. Par exemple, si on envoie une impulsion longue sur cette lentille temporelle, eh bien, ça va venir échantillonner la lumière à une fréquence bien déterminée qui correspond à l'écart typique entre deux éléments qui constituent notre lentille lenticulaire.
Donc on a un phénomène d'échantillonnage, et comme on va faire converger à certains instants l'énergie lumineuse, on va aussi avoir a priori un effet d'amplification, donc avec une augmentation de l'énergie dans chacun des pics par rapport au signal précédent. Alors ici, ce n'est pas exactement de l'amplification, parce qu'il n'y a pas de gain d'énergie au sens strict. Et puis on peut imaginer juste envoyer, non pas un signal qu'on souhaiterait échantillonner, mais si on envoie sur notre lentille lenticulaire juste un signal continu, ce qu'on va obtenir, c'est des impulsions régulièrement espacées, et ça, ce sera intéressant si on veut notamment faire des sources à très haut débit, par exemple pour des applications aux télécommunications optiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Hors du domaine des lentilles, eh bien, on peut reprendre tout ce qu'on connaît pour l'optique ondulatoire. Et le premier exemple qu'on apprend quand on commence ces cours d'optique ondulatoire, c'est l'interféromètre. L'interféromètre Young, les deux fentes Young, qui vont interférer, et les deux fentes Young, c'est une modulation binaire de l'amplitude de la transpirance pupillaire. Et si on se place suffisamment loin, eh bien, on va avoir un champ d'interférence avec des oscillations. Il y a d'autres types d'interféromètres qui existent, le biprisme de Fresnel, et puis la bilentille de Billet, Billet étant un des anciens doyens de l'Université de Bourgogne. Alors, dans ces deux cas-là, c'est plus l'amplitude de la transparence pupillaire qu'on va moduler. Non, ce qu'on va moduler maintenant, c'est la phase. Et dans un cas, pour le biprisme de Fresnel, on aura une modulation triangulaire de la phase. Et pour la bip et lentille de Billet, ce sera une modulation parabolique par partie de cette phase. Alors comment on fait ça en pratique? Eh bien, on va prendre un laser continu. Avec les possibilités des télécommunications optiques, on a des modulateurs d'intensité, des modulateurs de phase qu'on peut commander avec le signal qu'on désire. Et puis ensuite, là, on réalise la propagation dans une fibre optique avant de détecter par une simple photodiode le signal temporel. Et là, c'est l'exemple simulé pour les fentes Young temporelles. On voit des oscillations sinusoïdales qui sont caractéristiques des franges d'interférence d'un interféromètre à deux ondes. Alors ce type de situation, d'ailleurs, est très souvent rencontré en télécom. Ici, ce serait juste deux impulsions voisines qui se propageraient suffisamment loin pour venir se recouvrir l'une et l'autre. Alors si je prends maintenant les deux autres interféromètres que j'avais présentés, eh bien on a exactement ce qu'on observe dans le domaine spatial. Pour la bilentille de Billet, des franges non localisées, et pour le biprisme de Fresnel, des franges localisées avec un interfrange qui ne dépend pas de la distance de propagation. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite à l'esprit? Qu'est-ce qu'on pourrait aussi refaire? Eh bien, la deuxième chose qu'on apprend souvent, c'est les réseaux. Et les réseaux, qu'est-ce que c'est? C'est une modulation périodique de la fonction de transparence spatiale. Et ça va créer les différents ordres de diffraction qui vont s'écarter de plus en plus au fur et à mesure qu'on va s'écarter de l'élément diffractant. La loi des réseaux va donner les directions de ces différents ordres de diffraction. Alors cette loi des réseaux, il ne faut pas oublier ici qu'on en fait l'hypothèse qu'on est en régime paraxial, donc avec des petits angles, et donc on se limite ici à θ qui est faible, et donc l'écart spatial, ce sera directement prédit par, pour l'ordre m, le numéro de l'ordre, fois la distance de propagation, multiplié par lambda, donc la longueur d'onde divisée par le pas du réseau. Alors, si on se place maintenant dans le domaine temporel, si on bascule dans le domaine temporel, on part d'une onde continue, qu'on module périodiquement par un motif qui a une certaine périodicité avec une période T0,
On propage dans la fibre optique et en sortie, on observe différents ordres de diffraction, différentes impulsions qui seront bien séparées et l'écart entre deux impulsions, entre deux ordres temporels, eh bien, ce sera proportionnel à l'ordre, à z, et au rapport entre bêta 2 et t0, la période temporelle. Et là, on peut s'amuser à tester différents types de modulation temporelle avec notamment, comme signal initial, des ondes modulées de façon sinusoïdale parce que c'est le type de modulation qui est le plus simple à réaliser. C'est ce qui demande au niveau de l'électronique le moins de bandes passantes, les appareils les moins coûteux. Alors, qu'est-ce qu'on peut moduler de manière sinusoïdale? On peut moduler l'intensité, on peut moduler aussi la phase, et puis on peut moduler les deux en même temps. On peut moduler l'amplitude, ce qui crée à la fois une modulation du profil d'intensité, mais aussi une modulation binaire du profil de phase. Et voilà ce que ça donne. Ici, c'est pour le cas d'une modulation sinusoïdale du profil d'intensité. Eh bien, on voit qu'initialement, on a cette modulation périodique qui est appliquée, et si on la propage suffisamment loin, on voit apparaître les différents ordres équivalents aux ordres de diffraction qui se séparent au fur et à mesure qu'on augmente ici la fréquence. Oui, on n'a pas cherché à augmenter Z. Si on voulait changer Z, ça reviendrait à changer la longueur de fibre, donc à la découper, ce qu'on voulait quand même éviter. Donc d'un point de vue pratique, dans les expériences que j'ai créées ici, c'est la fréquence qu'on a fait varier. Et on voit bien que la relation, l'écart temporel entre les ordres, ici, est bien proportionnel à la fréquence, cette fréquence tenant le même rôle ici que la distance de propagation. Pour les autres types de modulation sinusoïdale, on retrouve les résultats connus dans le domaine spatial, c'est-à-dire pour une modulation sinusoïdale de la phase, un spectre beaucoup plus riche. On pourrait montrer ici que l'amplitude est donnée par des fonctions de Bessel. Et puis pour une modulation sinusoïdale d'amplitude, on a cassé l'ordre central. On a pu le premier ordre de diffraction. Alors maintenant, un autre point qui est extrêmement aussi intéressant, c'est si on regarde la figure de diffraction, mais pas en champ lointain, c'est-à-dire si on reste en champ proche, là, il va y avoir un beau phénomène qui va apparaître, qui est connu dans le domaine spatial sous le nom d'effet Talbot. Alors cet effet Talbot, c'est un effet qui fait que la modulation initiale sinus périodique, elle va se reproduire identique à elle-même au bout d'une certaine distance qui s'appelle la distance Talbot. À la distance Talbot divisée par 2, on retrouve aussi un motif qui a la même périodicité, mais qui est décalé de pi, donc d'une demi-période. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si on se place à la distance Talbot divisée par 4, eh bien, on a un motif qui est lui aussi périodique, mais dont le taux de répétition va être le double du motif initial. Et ça va être intéressant. Alors, dans le domaine temporel, on peut retrouver le même type de phénomène. Là aussi, les travaux pionniers ont été ceux de Johnson. Et une personne qui a beaucoup contribué au développement de l'effet Talbot dans le domaine temporel, c'est M. Azana, qui vient juste de faire un gros article de revue publié où il décrit vraiment toutes les applications du Talbot. Il y a beaucoup de choses très sympathiques qu'on peut faire. Alors ici, c'est juste un exemple qu'on a réalisé à l'Université de Bourgogne. On est parti d'un train d'impulsion à 1,7 THz qu'on a propagé dans une fibre dont on a bien choisi la longueur pour que cela corresponde exactement à la longueur Talbot divisée par 4. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe un train qui ressort
avec un taux de répétition multiplié par 2, donc un taux à désormais 3,4 THz. Donc vraiment une belle application de cet effet Talbot avec des applications pratiques de multiplication du débit d'impulsion. Alors, dans la diffraction spatiale, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des phénomènes un petit peu atypiques, on a tout ce qui est le speckle optique, l'observation de tavelures optiques, c'est-à-dire ces petits points, ces petites granulés qui apparaissent quand on a un signal qui n'est plus totalement cohérent. Alors, ce speckle optique, eh bien, on va trouver un analogue dans le domaine temporel. Ça va être assez simple à réaliser. Il va suffire de prendre une source d'émission spontanée. Là, on a une cohérence qui sera pas totale, on aura une cohérence partielle, et donc on aura dans le domaine temporel des fluctuations qui paraîtront a priori aléatoires, mais qu'on peut quand même manipuler. Là, on peut manipuler les fluctuations qui ont l'air complètement stochastiques et même effectuer des opérations comme la dérivation optique en basculant dans le domaine réciproque. Dans le domaine des fréquences, une dérivation optique, c'est juste une multiplication par i oméga, ce qu'on est capable de réaliser dans le domaine des fréquences. Et donc, on peut comme ça générer des champs aléatoires, mais dont on peut faire varier les propriétés de corrélation, ce qui ouvre la possibilité de faire différentes choses assez intéressantes. Et bien pour terminer un petit peu toutes ces analogies, je vais parler du dernier phénomène, qui est en fait un petit peu le phénomène à l'origine de la théorie de la diffraction telle que nous la connaissons actuellement, de la théorie de Fresnel. C'est l'équivalent du spot d'Arago. Alors le spot d'Arago, c'est le point très lumineux qui va apparaître quand on a un objet circulaire qui est totalement occultant. Eh bien, on a la surprise de voir qu'au centre de l'ombre de cet objet occultant, on a un point qui est extrêmement lumineux, qui est aussi lumineux que si l'objet occultant n'était pas là. Donc ça, c'est la preuve que les prédictions de Fresnel étaient bonnes. Et pour valider un petit peu ces prédictions, il y a eu beaucoup de discussions avec des avis très différents entre Arago et puis Poisson. C'est pour ça que ce point, on l'appelle parfois la tâche d'Arago, la tâche de Poisson ou bien la tâche de Fresnel. Donc, nous, on bascule à une dimension transverse, ce qui fait qu'on est capable de faire analytiquement le calcul en utilisant des intégrales de Fresnel. Le résultat, c'est la superposition de la figure de diffraction de deux bords droits. Ici, qu'est-ce qui va donner naissance à cette tache lumineuse centrale? C'est rien d'autre que l'interférence entre ces deux bords d'écran. C'est cette interférence qui va donner ce point plus lumineux au centre. Alors, cette interférence va être beaucoup moins prononcée à une seule dimension, et parce que c'est une interférence qui sera plus qu'à deux bords d'écran, donc à deux ondes. Donc moins pointue que quand on a tout le pourtour d'un objet circulaire qui intervient. Alors, on a pu faire l'expérience dans le domaine temporel. Alors ici, on a utilisé des longueurs de fibres différentes, et ce qu'on voit, c'est en haut ici, les profils d'intensité mesurés montrent bien qu'au centre, initialement on n'avait rien, et on voit augmenter une tache au centre lumineuse. Et ces résultats sont en parfait accord avec les résultats théoriques basés sur les calculs qu'on peut déduire des intégrales de Fresnel. Et comme dans le domaine temporel, on a aussi des très bons outils pour mesurer la phase, eh bien, on s'est intéressé, on a pu mesurer l'évolution de cette phase, et là encore, on voit qu'on est très bien par rapport aux différentes prédictions analytiques. Donc voilà, je voulais terminer avec ce dernier exemple pour vous montrer que
beaucoup de choses qu'on peut imaginer avec la théorie scalaire de la diffraction avec une dimension transverse. On est capable de rebasculer dans le domaine temporel et de réobserver tous ces phénomènes dans le domaine temporel. Eh bien, merci d'avoir écouté ce petit topo un petit peu plus long que les vidéos traditionnelles. Merci. Et pour ceux qui en voudraient encore, voici quelques travaux, des travaux pionniers, avec tout d'abord les travaux de Duffieux, qui a formulé toute la vision à travers le Fourier de l'optique. On a aussi au niveau français les travaux de Pierre Tournois et puis les travaux qui ont été menés par Frely et puis par toutes les personnes de Limoges. Beaucoup plus récent, on dispose de tutoriels, d'articles de review à la fois au milieu des années 90 et puis au milieu des années 2010 qui font le point un peu sur tous les progrès qui résultent de cette analogie temps-espace.